Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc ce cours sous forme résumée et je suis maintenant au chapitre 2, la méthode des puissances virtuelles et multiplicateurs de Lagrange. Il est clair que la puissance virtuelle d'une force s'écrit donc comme étant le produit scalaire d'une force, de la force qui est réelle avec la vitesse qui est virtuelle. Et on appelle le résultat, on l'appelle puissance virtuelle. Donc la force est une grandeur réelle qui produit donc le mouvement réel. Et la vitesse, c'est une imagination, donc c'est une vitesse virtuelle. Considérons donc un système à n points matériels que l'on note MI, avec des masses petit mi, muni d'un champ de vecteurs VI étoile en chaque point I. Alors, vous avez donc chaque point MI, on lui associe une vitesse, on lui associe un vecteur VI étoile qui est normalement, que l'on va prendre par la suite comme étant ce champ de vecteur V étoile I, c'est un champ arbitraire et qui est donc qui va devenir, qu'on va comprendre par la suite comme étant une vitesse virtuelle. Bien, alors la puissance virtuelle des forces extérieures FI qui agit sur les points MI, et c'est la somme donc de I égale 1 jusqu'à N du produit scalaire FI avec VI étoile. J'ajoute que ici j'ai fait la somme des puissances de toutes les forces FI qui agissent donc sur les points MI selon un champ de vitesse VI étoile. Et cette puissance donc est une puissance virtuelle. On la qualifie d'extérieure parce que le champ de force auquel elle est associée est un champ de force extérieure qui agit sur le point MI. Pour les forces FGI, qui sont des forces intérieures d'interaction entre les points MI, FGI ici c'est la force qui exerce le point MJ sur le point MI. Alors la puissance virtuelle de ces forces-là, qui sont des forces intérieures, elle est notée donc P étoile int relativement à l'intérieur. Donc c'est la somme de J égale 1 jusqu'à N de la somme de I égale 1 jusqu'à N des FGI produits scalaires avec VI étoile. Donc ici, nous avons la somme des puissances virtuelles de toutes les forces d'interaction entre le point entre les points MI sur le donc c'est la somme des puissances virtuelles des forces d'interaction FGI qui exercent les particules J sur la particule MI. Puis je somme donc ici c'est relatif à la particule MI et je fais donc la somme sur toutes sur toutes les autres forces. Tous les points MI, on leur associe leur puissance virtuelle. Puis quoi encore? Donc la puissance virtuelle des quantités d'accélération s'écrit donc MI gamma I, c'est l'accélération du point MI,
multiplié par VI, donc c'est la puissance de cette quantité d'accélération, la somme de I égale 1 jusqu'à N, donc c'est la somme sur tous les points. Donc ici, normalement, j'ai inversé les sommations qui vont jouer le rôle, ce n'est pas grave. Donc j'ai trébuché un tout petit peu dans l'explication de cette relation, mais normalement j'aurais dû mettre somme sur I tout d'abord, puis somme sur J. Sinon, on doit comprendre que c'est la sommation des interactions, parce que toutes les autres particules agissent sur le point MI. Donc on a une sommation sur toutes les autres particules. Puis on doit faire la même chose pour chacune des particules MI. Bien. D'après les relations de Newton, on sait que la puissance des quantités, on obtiendra la puissance des quantités d'accélération est égale à la puissance des forces extérieures plus la puissance des forces intérieures. Et cette égalité-là, c'est appelé principe des puissances virtuelles. Pour expliquer un tout petit peu le mouvement virtuel, on va le comparer au mouvement réel. La comparaison, donc, si je prends un système à G degré de liberté dans un référentiel R0 et que le vecteur position est noté R qui dépend donc des QI, éventuellement du temps, les QI, les coordonnées généralisées QI, on leur associe des vitesses généralisées Q.I qui sont notées en virtuel Q.I étoile, et que un déplacement réel d de QI est égal à Q. Est égal à Q. D de QP est égal à D de Q.P dt, et comme virtuel qui s'écrit donc sous cette forme là. Donc si Q point étoile, le virtuel c'est un taux, c'est un dt noté ici, mais c'est un temps virtuel qui est considéré ici. Alors d de R s'écrit en réel d'après la dérivation des fonctions composées, peut s'écrire sous la forme suivante. Je dérive R par rapport à toutes les composantes d de QI, et je dérive R par rapport au temps dt. En virtuel, le dt est égal à 0 et on obtient donc les dérivés uniquement de R par rapport à QI fois les variations élémentaires d de QI étoile, qui sont des déplacements virtuels, c'est-à-dire cette partie-là. Bien. Donc de là, on peut vite diviser par le dt et obtenir la vitesse qui s'écrit donc sous la forme suivante. Et en virtuel, il s'écrit sous cette forme-là, parce que en dérivant d de QI étoile sur dt, on obtient donc vitesse virtuelle Q.I étoile. Bien. Donc on voit bien que le temps disparaît lorsqu'on passe du réel, la dérivation par rapport au temps disparaît lorsqu'on passe, le temps explicite bien sûr, lorsqu'on passe du réel au virtuel. Il est clair d'après cette relation-là, d'après ces deux relations, que d de V0 sur d de Q.I est égal à d de R sur d de QI, c'est-à-dire lorsqu'on dérive la vitesse réelle par rapport à la vitesse généralisée, c'est comme si je dérive le vecteur position par rapport à la coordonnée généralisée. La même chose, on le voit ici donc, la vitesse virtuelle par rapport à la vitesse généralisée Q.étoile est égale à la dérivée de R par rapport à QI. Une remarque importante, ou bien deux remarques, si vous voulez, j'espère, ces deux remarques effectivement, c'est que une différence entre les dérivés réels et virtuels est que le temps est figé, c'est-à-dire dt égale 0.
En général, les deux champs de vitesse, réel et virtuel, sont différents. Le champ de vitesse réel et le champ de vitesse virtuel sont différents à cause de la présence de D de R sur D de T. Lorsque R est indépendant du temps, on va trouver donc les deux champs qui sont égaux. Bien. Ici donc on va écrire les liaisons holonomes et les liaisons non holonomes en réel et en virtuel. Donc là, je prends la liaison J. En réel, il s'écrit, lorsque c'est un cas holonome, il s'écrit donc sous cette forme, parce que cette liaison normalement c'est FJ de QI du temps. Je la dérive et j'obtiens donc ce résultat. C'est-à-dire que j'essaie de la mettre sous la forme suivante. Alors, sous la forme d'une liaison du cas non holonome, donc qui s'écrit en virtuel, D de FJ sur DT est égal à 0, donc ce terme-là disparaît et il ne reste que ces relations-là en virtuel. Et la même chose donc pour le cas non holonome, les BJ sont nuls. Et j'obtiens donc la relation suivante. C'est-à-dire que le champ de vitesse, c'est-à-dire que les équations de liaison dans le cas holonome et dans le cas non holonome peuvent s'écrire sous la même forme. C'est-à-dire un coefficient de matrice AJI pour lequel J c'est la liaison et I c'est la coordonnée, multiplié par la vitesse virtuelle. La même chose donc ici, la matrice GI, AGI, multiplié par la vitesse virtuelle, est égal donc à 0. Voilà donc pour les liaisons holonomes et non holonomes. Théorème de Lagrange. Le théorème de Lagrange, il dit que si je dispose d'un système mécanique qui est décrit par des coordonnées QI de T I égale 1 jusqu'à N, l'énergie potentielle est entièrement connue, dont l'énergie potentielle peut s'écrire en fonction des QI de T, alors les équations du mouvement s'écrivent sous la forme suivante, c'est-à-dire la même forme que pour les équations que l'on obtient à partir des équations de Lagrange en remplaçant L par T et en remplaçant 0 par la force généralisée QI. Donc ici, les QI, ce sont les forces généralisées associées aux coordonnées généralisées QI, et que donc les QI sont les coefficients des Q points I étoile dans l'expression de la puissance virtuelle. C'est-à-dire, je prends toutes les forces, je calcule la puissance virtuelle des forces et j'obtiens donc les coefficients des Q points étoile I. Ces coefficients, je les appelle les forces, ce sont les forces généralisées QI, et je les mets dans les équations du mouvement ici. Sachant bien sûr que la puissance virtuelle de toutes les forces peut s'écrire sous cette forme-là. Très bien. Alors, c'est quand on utilise le théorème de Lagrange. Le théorème de Lagrange, donc, il englobe ce que nous avons fait pour les équations de Lagrange pour les systèmes conservatifs, mais on peut utiliser ce théorème aussi pour des systèmes qui sont dans leur mouvement dépend des forces qui dérivent d'un potentiel et des forces données qui ne dérivent pas d'une énergie potentielle. Comme on va le voir ici, alors c'est la remarque suivante. Dans le cas où toutes les forces qui agissent sur un système dérivent d'un potentiel que je note V de Q,
qui peut être énergie potentielle ou non. Alors, mais c'est une fonction potentielle. Dans ces conditions-là, je sais écrire les équations de Lagrange sous cette forme, dans laquelle les QI sont moins d de V sur d de QI. Et si je remplace les QI par moins d de V sur d de QI et que je ramène ce moins d de V sur d de QI vers l'équation suivante, j'obtiens les mêmes équations de Lagrange. Bien. Dans le cas où d'autres forces données ne dérivent pas d'une énergie potentielle, alors les équations de Lagrange s'écrivent donc d'après le théorème de Lagrange sous cette forme-là, dans laquelle on a remplacé les forces généralisées, les forces généralisées, la partie des forces généralisées qui dérivent, qui sont associées aux forces qui dérivent d'un potentiel par l'expression suivante, c'est-à-dire par moins d de V sur d de QI, et qu'on a laissé les forces généralisées qui ne dérivent pas d'une énergie potentielle de l'autre côté. Et si on ramène ce terme de ce côté-là, on obtient donc l'équation suivante. Donc, en général, ce théorème de Lagrange, il généralise la forme des équations de Lagrange que nous avons fait dans le chapitre 1. C'est-à-dire, on prend des systèmes qui sont soumis à des efforts quelconques, mais à condition que ces efforts soient des efforts donnés. Alors, vous avez des efforts qui dérivent d'une énergie potentielle, d'une fonction potentielle. Je les mets avec le Lagrangien, avec l'énergie cinétique pour faire le Lagrangien L. Et je laisse les forces qui ne dérivent pas d'une énergie potentielle, je calcule leur puissance et je prends la force généralisée associée à chacune des coordonnées et j'obtiens donc les équations suivantes. Donc, ce terme, dans le cas où les QIC sont nuls, on obtient donc les équations de Lagrange telles qu'elles sont décrites dans le chapitre 1. Pour les multiplicateurs, si nous avons un système sigma décrit par le paramétrage QI NQI, alors à condition que n soit supérieur au degré de liberté, nous savons donc que certaines liaisons sont complémentaires. Si je sais que ces liaisons peuvent être holonome ou non holonome, j'en prends alors R holonome et S non holonome et j'obtiens et je les mets sous la forme suivante. Alors, en virtuel, ces contraintes-là s'écrivent sous la forme suivante et que donc on voit qu'ils peuvent se mettre sous la forme ici, que nous voyons ici. Bien. Donc les AJI Q point étoile I est égal à 0, la somme de I égale 1 jusqu'à N est égale à 0. C'est la forme des liaisons, qu'ils soient holonomes ou non holonomes, c'est-à-dire J égale 1 jusqu'à R plus S. Bien. Alors dans ces conditions-là, je sais que la puissance, que si mon système, que si les liaisons sont parfaites et bilatérales, alors la puissance des quantités d'accélération est égale à la puissance virtuelle des quantités d'accélération est égale à la puissance virtuelle des efforts de liaison plus la puissance virtuelle des forces données, et que ces forces données peuvent être des forces qui dérivent d'une énergie potentielle ou qui n'en dérivent pas. Alors je sais choisir, Lagrange nous propose de choisir
de choisir R plus S liaison comme des liaisons complémentaires, leur associer à chacune lambda M. Ce paramètre lambda M est dit multiplicateur de Lagrange. Alors, ces multiplicateurs sont un nombre de liaisons. Et que donc, voilà, ce qui m'intéresse moi, est que ces forces de liaison qui sont a priori inconnues, les multiplicateurs ici vont nous donner des informations sur ces forces de liaison qui sont prises complémentaires. Donc il faut que les liaisons soient complémentaires. Il faut que les lambda I, que les lambda M ici, soient au même nombre que le nombre de liaisons complémentaires. Chacune est associée à une liaison complémentaire. Alors, dans ces conditions-là, on note QIL, les forces généralisées associées aux efforts de liaison qui sont complémentaires. Elles s'écrivent alors somme de M égale 1 jusqu'à R plus S des lambda M à MI. Les AMI sont les coefficients des Q point étoile I dans la puissance des forces de liaison. Alors, cette modélisation des forces de liaison par les Q points I étoile, par les grands QIL, les forces généralisées associées aux forces de liaison, ce sont les coefficients de la puissance virtuelle des efforts de liaison qui s'écrit sous cette forme-là, qui s'écrit donc sous cette forme. C'est très simple, je remplace ici QIL par son expression et j'obtiens donc ceci, et c'est la puissance virtuelle des efforts de liaison. Mais bien. Alors, utilisons le théorème de Lagrange et écrivant les équations du mouvement qui s'écrivent donc sous cette forme avec les QI. Ce sont les forces généralisées associées aux efforts donnés. Et QIL, c'est cette partie-là qui dépend donc des multiplicateurs que l'on peut écrire donc sous cette forme. Très bien. Voilà donc la forme des équations du mouvement lorsque j'utilise les multiplicateurs. Sachant que ici les lambda M sont au même nombre que les efforts les équations de liaison qui sont prises complémentaires. Ici dans ce cas c'est R plus S. R liaison holonome et S liaison non holonome. On peut, dans un exercice, on peut trouver uniquement des liaisons holonomes ou bien des liaisons non holonomes. Ce n'est pas là le problème, on va voir ça dans un exercice. Dans ces équations-là, à chaque coordonnée QI, j'écris l'équation qui lui est associée sous cette forme, sachant que les QIL s'écrivent sous cette forme-là, dans laquelle AMI, c'est soit D2FM sur D2QI, soit AMI. Le cas holonome, il s'écrit sous cette forme, et ici c'est le cas non holonome. Bien. Conclusion faite. Donc ici c'est le théorème de Lagrange. Je prends un système à liaison parfaite et bilatérale décrit par un paramétrage complet. Donc ici, le nombre de degrés le paramétrage est égal au nombre de degrés de liberté. Dans ces conditions-là, les équations de Lagrange s'écrivent sous cette forme. Bien. Si j'ai des liaisons complémentaires, les équations de liaison s'écrivent sous la forme suivante. Donc ce n'est pas difficile, on peut se rappeler de ces choses-là en disant que les multiplicateurs s'utilisent lorsque je dis liaison des forces de liaison sur lesquelles je n'ai aucune information. Donc les multiplicateurs vont donner des informations sur les efforts de liaison.
Dans le cas où je ne m'intéresse pas aux efforts de liaison, alors les liaisons sont rentrées dans les paramétrages du système. Le système sera décrit par le degré de liberté, par son degré de liberté. Sinon, il peut être décrit par des forces, les liaisons, il y aurait des liaisons qui travaillent, des efforts de liaison qui travaillent. Je les fais travailler et dans ces conditions-là, je peux obtenir l'expression de cette force donnée, dont l'expression est connue, mais j'ai besoin d'en avoir une expression explicite. Je la fais travailler et j'obtiens donc son expression à l'aide du théorème de Lagrange, parce que cette force est une force de liaison qu'on a fait travailler parce qu'on connaît son expression et pour laquelle on sait trouver l'expression à la fin à partir du théorème de Lagrange. Et dans le cas où le système contient uniquement des forces qui travaillent et qui dérivent d'une énergie potentielle, dans ces conditions-là, j'utilise les équations de Lagrange habituelles à l'aide de la fonction de Lagrange L. Bien. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.